Ja, geschätzte Frau Bundesrätin. Madame la conseillère fédérale, Mesdames et Messieurs de la politique, d'administration, très chers collègues employeurs, très chers invités, je vous souhaite une cordiale bienvenue à notre journée des employeurs 2021. Ce seront des assises extrêmement passionnantes, mais peut-être moins stressantes que le stress que le match France-Suisse. Cela, je peux vous le promettre, moins de dramatique. C'est assez particulier de s'adresser à vous en duplex, mais ce sont des conditions particulières qui régissent nos assises d'employeurs. Des conditions qui ne nous permettent pas de vous rencontrer à titre personnel. Je le regrette infiniment, mais cela changera de fond en comble l'année prochaine. Toujours est-il possible que la deuxième partie de notre conférence, nous l'ouvrions un tout petit peu. Madame la conseillère fédérale Karine Keller-Sutter marque ici sa présence présentielle et ministérielle. Merci, Madame le ministre, que vous soyez des nôtres. Merci que vous allez nous faire part vos réflexions sur les défis politiques et économiques. Nous nous félicitons des propos de Karine Frick. C'est sans doute la chercheuse futurologue la plus fameuse de Suisse. Elle nous fournira une réponse à la question impériale: quelle suite à donner à l'issue de la COVID-19. Rien que COVID-19, un mot emblématique, pour ne pas dire éponyme, et qui est tout à fait prépotente. Cette notion qui détermine une pandémie qui a donc mis dans le collimateur le monde en départ de Chine, une pandémie qui nous a inquiétés, bouleversés et en partie presque fait frôler l'apocalypse. Dans nos degrés de latitude, nous ne sommes plus habitués de telles pandémies. Qui se souvient de la grippe Hong Kong entre 1968 et 1970 pour la grippe asiatique qui avait sévi dans nos parages dans les années 1950? Presque personne. Mais des épidémies, des pandémies sont une menace ancestrale de l'humanité. Beaucoup de générations durent assister comment leurs parents, leurs fratries, leurs progénitures furent massacrés par l'épidémie. Cette fois-ci, l'épidémie n'a pas pu donc exercer ses droits régaliens pleinement sur l'humanité. Les humains ne sont pas seulement donc assujettis, mais ils s'insurgent contre le virus. Quand la pandémie a fait irruption, les têtes les plus sagaces du monde ont commencé de façon transfrontalière de relancer la recherche et de développer des vaccins avec succès. Cela en un temps absolument record. La COVID est toujours là, mais les conséquences ont été beaucoup lénifiées. Raison pour laquelle, avec une bonne portion d'optimisme, nous pouvons espérer que nous sommes en train de sortir de la pénombre de la crise pour pénétrer sur le parvis de l'espérance. Parce que, à l'heure actuelle, commence le travail. Et il convient de rétablir l'ordre en quelque sorte. Surtout, il convient de tirer les leçons pour l'avenir. Pour ce faire, nous devons reconnaître ce qui a changé dans notre vie et ce qui risquera de changer encore davantage. Mesdames et messieurs, un des résultats de la pandémie COVID-19, c'est que le schéma politique est en train de frôler le collectivisme, ce qui nécessite un traitement tout à fait clair et net de cette crise et de son passé. Si nous passons à l'ordre du jour comme si de rien n'était, nous risquons de remettre en péril notre démocratie directe par une perte de confiance. Il convient de faire une rétrospective honnête par rapport à la politique et ses échecs partiels. Et si nous ne le faisons pas, nous devons craindre que notre classe moyenne va de plus en plus s'aliéner de la politique. Et ce danger, il convient de le battre en brèche car il serait délétère, il serait fatal si donc les classes moyennes, comme piliers inébranlables, manifestement sombraient dans une espèce de privatisme post-pandémique. Si cette classe ne prenait soin que par elle-même et si elle abandonnait la politique, eh bien, les maillons les plus faibles devraient payer cette facture, eux qui ont besoin de solidarité. La crise a tout ébranlé ce qui nous était précieux et cher. Et nous pouvons dire avec une portion de légitimité, rien ne sera comme c'était autrefois. Parce que les règles de la complexité disent que
La bâtisse qui a été dépecée ne peut pas être reconstruite comme elle était au préalable. Il conviendra de lui apporter plus que quelques retouches. De quelle façon va-t-on réussir de produire une nouvelle stabilité? Comment cette nouvelle normalité aura son mur de soutènement? La COVID-19 nous a démontré des points de bascule. L'épidémie nous a démontré le sens élémentaire des points de bascule. Cette pandémie nous a démontré ce que nous pouvons et ce que nous devrions peut-être moins faire. Il convient donc de nous miser sur une analyse rationnelle. Surtout, ne croyons pas qu'une chose est impossible parce qu'elle est difficile. Bien au contraire, il convient de dire que l'impossible n'est pas français ou n'est pas suisse. La COVID-19 va changer les paramètres du comportement social. De bonnes choses ont été faites. Peut-être va-t-on raconter à nos petits-enfants combien d'humanisme, combien de concentration et combien de bon sens avait régi les jours de la pandémie à travers un élémentaire bon sens humain. Et surtout, nous savons mieux de quelle façon la numérisation se coule dans le moule de la pratique et paye ses galons dans la vie de tous les jours. On a appris que toute affaire commerciale n'est pas vraiment indispensable. Mais la motivation des équipes et des personnels sont devenues plus exigeantes. À bien des endroits, l'identification avec les entreprises en a pris un sacré coup. Qu'à cela ne tienne, nous aurons davantage de formes hybrides, travailler de façon flexible à partir du domicile et seulement se rendre au bureau si c'est un impératif catégorique. Ces nouveaux modèles de travail ne vont pas manquer de laisser des traces au sein de la société. Quiconque travaille davantage à partir du domicile se répercutera sur les TP, sur la consommation et sur l'articulation des loisirs. Si, avec le travail, le consumérisme se déplace de la centralité vers la campagne, sera pour revitaliser les régions périphériques. Ce serait une chance pour le commerce du détail dans les villages qui s'est rétréci autrefois comme une peau de chagrin, pourrait être une chance pour la gastronomie rupestre, pour le dire ainsi. Mais d'autre part, il faut dire que pour ce faire, les affaires dans les villes et dans les restaurants devront s'adapter. Et un tel changement structurel, la politique ne doit pas l'empêcher. Mesdames et messieurs, très chers employeurs, pour notre association, les derniers 17 mois étaient en quelque sorte une cavalcade en partie sordide. Mais nous avons été avantagés que non seulement nous sommes bien en réseautage, mais que notre fédération capitalise et thésaurise une grande confiance. Des crises exigent des décisions. On n'a pas trop de temps pour faire de longues consultations et de savaces discussions. Les corrélations politiques avec l'administration et avec la politique sont déterminantes. Ainsi, notre union a pu arborer ses couleurs sans tourner autour du pot comme un chat. La meilleure des bases de la crédibilité, c'est la clairvoyance. À l'époque de la crise, les citoyens ne sont pas réceptifs à des discours du dimanche ou à un opportunisme bénévole. Permettez-moi de le dire sans embâge, la pandémie a démontré, et cela est ma quatrième leçon, que la Suisse politique est faible. On manque de volonté d'être plus excellent que les autres, de détonner du décor. On ronronne trop, ce qui est encore complété par une moralité douteuse. Nous risquons peut-être aussi de manquer notre compétitivité. Il est plus que symptomatique que les employeurs sont toujours dans un combat dissuasif avec des idées qui sont bien pour l'âme, mais qui sont tout à fait délétères pour le bien-être. Par exemple, police salariale, quota des femmes et salaire minima. Et comme la maternité ne suffit pas, ni la paternité, on veut encore la parentalité. Tout cela est une espèce de pseudo-politique du bien-être qui dit que le bien-être serait une loi naturelle ou tomberait comme manne du ciel, mais que la place industrielle et intellectuelle suisse s'en sort affaiblie, cela, on n'en a guère cure. Le climat en Suisse est tout à fait hostile à l'économie, malheureusement. Les deux initiatives le démontrent, responsabilité des multinationaux et aussi contre l'exportation de matériaux de guerre. Même auprès de traités de libre-échange, le peuple a dit oui du bout des lèvres. Tout cela sont des signes de la défiance vis-à-vis de l'économie. Cette défiance et méfiance s'expliquent en partie par le fait que nous manquons de représentants charismatiques
de l'économie qui sont à la fois pour la prospérité sociale et pour le progrès. Et d'autre part, il y a les prophètes qui ont une publicité tout à fait douteuse, mais qui sont à la une de l'actualité. J'ai beaucoup de soucis quand je vois comment le Conseil fédéral a traité le dossier communautaire européen. En tant qu'Européens, nous sommes déçus que notre gouvernement n'ait pas réussi à faire un accord cadre en l'espace de 7 ans qui ait une bonne portée. La rupture des négociations était la seule option réaliste qui nous restait. Mais nous manquons cruellement de réponses. De quelle façon on va donc sécuriser les relations avec l'UE et cette espèce d'ostracisme, il convient donc de le supprimer. Je fais appel au Conseil fédéral de ne pas faire une escalade vis-à-vis de l'UE. Il faut tout mettre en scène que les traités bilatéraux soient donc pérennisés. Il convient de lâcher quelques plumes, mesdames et messieurs. Et il est absolument indispensable qu'il faut que la Berne fédérale envoie un message clair à Bruxelles. Mais aussi, il faut dire à l'Europe que le programme de recherche européen ne doit pas être en quelque sorte une menace que l'on pourrait brandir à l'encontre de la Suisse. Le président de la Confédération parlementaire a raison qui dit que les petits coups ne servent à rien, ni d'un côté ni d'un autre, ni côté suisse, ni côté Europe communautaire. Si on regarde vers l'avenir, il faut dynamiser les traités bilatéraux où cela soit possible, et cela doit être possible. Ainsi, nous éviterons que les systèmes juridiques de Suisse et d'Europe vont être en décalage. Que le Conseil fédéral, que les partenaires sociaux, que les États, que tout le monde fasse une action de concertation, non il est question de vérifier l'autonomisation de la loi suisse vis-à-vis de l'Europe, nous rendons hommage à cet effort. Nous sommes d'accord, quant à nous, de tendre la perche vers l'adaptation des mesures d'accompagnement. Si la Suisse ne veut pas manquer d'attrait en tant que site industriel, nous devons lancer un programme de revitalisation. La solution, après le refus de l'EEE en 1992, a déjà fait ses preuves. L'entrepreneuriat renforcé, des interventions de l'État à réduire. La liste patronale pour un tel programme est exhaustive. Quelques mots. Un traité économique avec les États-Unis, l'Inde ou les États de Mercosur, droit de séjour pour des étudiants étrangers suisses et aussi étrangers, notamment avec des qualifications de sciences naturelles, une ouverture modérée du secteur agraire, un taux unique pour la TVA, l'assouplissement de réglementation de temps de travail, de plus grand contingentement pour les ressortissants tiers, de même une augmentation à moyenne échéance de l'âge limite de la retraite. Et pour le dire par anticipation et sans embâge, comme union fêtière patronale, nous sommes résolument contre toute tentation de l'État social de devenir exubérant. Mesdames et messieurs, quelle que soit l'articulation de la politique européenne, il faut, dans notre cité, avec C majuscules, établir pas mal de corrections. La Suisse, à l'instar d'autres pays, a donc trop gonflé les tâches régaliennes étatiques. Mais certains politiciens n'en ont pas assez puisqu'ils inclinent à s'accaparer d'autres tâches, notamment en matière d'irresponsabilité de gestion économique. Le Conseil fédéral a pris le contre-pied et avec la loi fédérale sur le déchargement des entreprises de frais régulatoires veut donc y remédier et c'est un impératif plus indispensable que jamais. Déjà en 2013, le Conseil fédéral avait donc calculé des frais de régulation de 10 milliards et il a déterminé 13 domaines pour une réduction de la bureaucratie en matière de la sécurité du travail et de la TVA. Il faut enfin passer de la parole à l'acte. Nous nous attendons à ce qu'une politique sagace combine le changement avec le progrès plutôt que le progrès soit donc en quelque sorte jugulé par une régulation tentaculaire. En matière de numérisation, nous devons saisir les chances et les opportunités qui s'offrent à nous. J'entends par chance l'assouplissement des formes et des temps de travail. Le travail flexible est avantageux tant pour les travailleuses que pour les travailleurs, que pour les entreprises et pour la totalité de la société avec un nouveau florilège de possibilités, notamment pour l'équilibre privé et professionnel. On peut uniquement assouplir si
la LT est adaptée de façon claire, sans extension du temps de travail. Cela n'est pas possible, mais il faut aussi garantir la protection de la santé. La COVID-19 a démontré que cela est possible et que cela est une aspiration de beaucoup de travailleurs et de travailleuses. Très chers collègues employeurs, j'en arrive à un deuxième point tout aussi important, la prévoyance vieillesse. La COVID-19 a grevé notre budget d'énormes dates jusqu'à fin 2021. On aura donc 30 milliards de dettes supplémentaires. Même chose auprès de l'ABS. Si nous ne faisons rien, le financement complémentaire jusqu'en 2030 se traduit par 26 milliards de francs. Et ce besoin pécuniaire est à la hausse. Il faut être prudent en matière de prognostic. Une chose est claire, que le déficit de notre assurance sociale la plus importante jusqu'à 2040 augmentera à titre de 12 milliards chaque année. C'est autant de pécule que nous investissons pour l'agriculture, pour l'armée et pour le développement coopération. Et si la TVA était donc augmentée à titre de 4 %, que cela porte atteinte aux ménages les plus faibles, cela coule de source. S'il n'y a aucune alternative, dès lors nous sommes pour un financement rapide des déficits chroniques de ces œuvres sociales. Prenons donc le premier pilier jusqu'en 2030 et si nous voulons le stabiliser, et donc d'ici 8 ans c'est déjà le cas, donc cela nous donnera donc un peu de décontraction, mais sans avoir une solution durable. Le Conseil des États a compris ce message. Malheureusement, la Chambre populaire, dans sa session estivale, a dérogé au sentier de la vertu. Contrairement aux États, le national est plus généreux pour les paiements de compensation en matière de l'augmentation de l'âge limite des femmes à 60 ans, quand ces frais excédentaires doivent être acheté par une augmentation de la TVA. Un grand courroux se traduit par le fait qu'il y a une alliance contre la nature entre le PS et l'UDS au détriment de la BNS. Il faut le dire, il est tout à fait déplacé si des gardes des sceaux de la monnaie manifestement sont d'accord de se séparer de quelques moyens. Avec une telle cavalcade insupportable, non seulement l'indépendance légale de la BNS serait donc relativisée, non, on risquerait d'allouer ces pécules à des finalités tout à fait insupportables, à savoir éponger la dette de l'ABS avec une telle fausse témérité, nous ne pouvons pas être d'accord. Et surtout quand on pense à l'initiative pour l'introduction d'une 13e rente ABS, cette initiative risquerait de creuser encore davantage le déficit plutôt que de sécuriser les rentes. C'est peu sérieux et c'est périlleux, comme c'est tout à fait insupportable de mettre de l'huile sur le feu, par exemple. Cependant que la réforme de l'ABS est en bonne voie, plus ou moins en bonne voie, eh bien, il convient aussi d'aller de l'avant en matière de LPP. En tant qu'Union patronale suisse, nous sommes tout à fait convaincus qu'avec la proposition de compromis qu'on a négociée avec les syndicats et que le Conseil fédéral a repris, nous avons une bonne base pour un coup libérateur, républicain et majoritaire. On est confirmé dans cette conviction, cependant, que la commission compétente du Conseil national la semaine dernière s'est rangée derrière le modèle des partenaires sociaux, employeurs et travailleurs. Mesdames et messieurs, permettez-moi de jeter un regard sur la formation et le perfectionnement. Nous sommes fiers de notre système de formation binaire ou dual qui est tout à fait calqué sur le marché d'emploi avec succès. Je suis tout à fait plein de plaisir que la formation professionnelle a bien surmonté la COVID-19. Surtout, je me félicite qu'il n'y a pas eu de démantèlement des places d'apprentissage dans ce pays. Il faudrait qu'il soit possible que la totalité de ceux qui cherchent une place d'apprentissage la trouvent jusqu'à la rentrée. Ainsi, nos entreprises ont-elles accepté le défi économique avec brio en matière d'apprentissage. Mais il y a d'autres défis qu'il convient de remonter, j'en évoque deux. D'une part, il y a la numérisation qui, bien sûr, plutôt qu'on ne le pensait, exige des adaptations de la formation professionnelle. D'autre part, la formation professionnelle est, nous le savons, pas un processus qui est terminé, mais c'est un processus itératif toute une longue vie humaine durant. Avec le projet pilote Via Mia, des personnes de plus de 40 ans, dans 11 cantons, peuvent faire un état des lieux gratuit de leur professionnalisme, de leur potentiel et se faire conseiller pour la suite à donner de leur plan de carrière. Notre pays peut se féliciter d'avoir une excellente posture en matière de formation continue.
en comparaison européenne. Il faut que cela reste. Madame la conseillère fédérale, très chers collègues employeurs, j'en arrive à ma conclusion. Ma communication, je l'ai coiffée de titres. Aujourd'hui, nous devons rétablir l'ordre. Et oui, afin que cela réussisse, je n'entends pas seulement les mesures concrètes en matière de revitalisation que j'ai évoquées de façon assez rapide. J'évoque pas seulement non plus ma revendication de prendre au sérieux le démantèlement du bureaucratisme. Je viens encore au-delà de cela. J'aimerais donc m'adresser à nous toutes et tous avec quelques revendications. Si je dis rétablissons l'ordre, eh bien, j'entends qu'après la pandémie surmontée, il faut aérer notre tête sagace afin que nous puissions retourner à notre optimisme qui nous a rendus plein de succès. Nous devons surmonter les angoisses de l'avenir. Soyons plus courageux, soyons peut-être plus confiants et ayons donc une certaine témérité. Hugo Lötscher, l'écrivain suisse, avait dit naguère « Si le bon Dieu était suisse, encore aujourd'hui, il attendrait le bon instant de créer le monde. » Je vous dis un grand merci pour votre vigilance et votre attention. J'ai dit. Ja, geschätzte Frau Bundesrätin. Madame la conseillère fédérale, très chère Karine, c'est pour la toute première fois que depuis que vous avez été élue en 2008 comme conseillère fédérale, et c'est pour la première fois que vous nous rendez honneur de votre présence, nous nous félicitons eh bien qu'aujourd'hui, vous allez nous faire part de vos réflexions sur les circonstances politiques, économiques d'actualité. Nous sommes très curieux de vos propos et je vous donne la parole sans coup férir. Monsieur le Président, très cher Valentin, Mesdames et Messieurs, merci Valentin Vogt, merci à l'Union patronale suisse de m'avoir invité aux Assises des employeurs édition 2021. J'étais naguère là, dans une salle pleine à craquer, mais je n'étais pas encore conseiller fédéral. Je me félicite, en fonction de mon nouveau rôle, d'être parmi vous. Je me félicite que des rencontres présentielles deviennent possibles, de façon numériquement restrictive, et je me félicite aussi que je puisse, devant un petit public en nombre, vous adresser la parole. Je vous dis bonjour, on ne se voit pas, vous me voyez, vous qui êtes à domicile et qui nous rejoignez en duplex, qui êtes dans votre salon ou dans votre bureau. Soyez les bienvenus aussi. En tant qu'ancien membre du comité de l'Union patronale suisse, je rentre chez moi. Je me félicite de voir les 6 de mes collègues membres du comité et aussi de pouvoir prendre un repas de midi avec eux. Le télétravail et les vidéoconférences ont leurs avantages, mais surtout l'humain risque de rester sur le carreau. La politique, en tout cas, n'est pas vraiment favorisée par la virtualité, car un des ingrédients les plus importants de la politique, c'est la confiance, et la confiance n'est pas thésaurisée sur un petit écran. La confiance prend naissance lorsqu'on se rencontre en présentiel, lorsqu'on peut s'en préoccuper, lorsqu'on peut même se disputer, lorsqu'on peut se regarder droit dans les yeux. J'y reviendrai. Mais j'aimerais tout d'abord rebondir sur la COVID-19. Quelle suite à donner? C'est la question emblématique qui détermine vos assises de 2021. Vous mettez le regard vers l'avenir, vous cinglez vers de nouveaux horizons, mais permettez-moi de faire un petit regard dans le rétroviseur. Avant même que je ne me rendisse à Zurich, j'ai vu les statistiques. À fin mai, le quota du chômage était en Suisse de 3,1 %. Quelques 143 000 personnes sont donc en quête d'emploi. Pour chacune, pour chacun, frappé de chômage ou de sans emploi, c'est un destin extrêmement dur et il y a toujours 25 000 personnes de plus qu'avant la COVID-19, mais nous sommes presque au niveau où nous étions en amont de la pandémie, mesdames et messieurs. Les exportations depuis 6 mois ont une tendance haussière. En mois de mai, elles avaient une volumétrie de 20,8 milliards de francs. C'est donc un record. La Suisse n'a encore jamais exporté autant pendant une mensualité.
stabilité. La tendance est bonne. Nous avons tous misé sur un rapide recouvrement de nos forces économiques, mais nous n'aurions sans doute, à vrai dire, pas du tout engagé en pari. Comment a-t-on réussi cela? Comme à l'accoutumée, il y a plusieurs mobiles, plusieurs raisons. Beaucoup sont des contributeurs. J'évoque deux facteurs que je qualifie d'importants. Eh bien, la capacité résistante de notre économie, mais aussi la force de nos institutions républicaines. L'économie suisse, en tout et pour tout, une fois de plus, s'est révélée extrêmement robuste, extrêmement tenace. Cela s'explique par la force novatrice dans nos entreprises, cela s'explique par la qualité des produits que nous écoulons, cela s'explique par la capacité de s'orienter dans les conditions les plus difficiles dans ce concours international. Mais dans cette crise, cela n'allait pas sans support étatique. Beaucoup d'entreprises ont mis à contribution les prestations, les aides de la Confédération des États. Nous pûmes ainsi éviter les pires des conséquences économiques. Mais il y aura quelques bosses et quelques blessures qu'on découvrira ultérieurement. Mais vous, les employeurs, eh bien, vous faites avec confiance ce que vous devez faire. Vous donnez du boulot à nos concitoyens. Cela se démontre aussi dans le chômage qui est à la baisse. C'est ainsi que vous sécurisez à la Suisse sa prospérité, son bien-être. D'ailleurs, les pronostics sont tout à fait donc positifs. Autre facteur clé de voûte, ce sont nos assurances sociales très fortes. En partie, quelques 1,3 million de personnes, travailleuses et travailleurs, ont reçu des RHT. C'est un quart de la population qui travaille de façon lucrative. Beaucoup de personnes sans cet instrumentaire aujourd'hui devraient donc timbrer et seraient publiées par les statistiques des chômeurs. Avec les RHT, avec des crédits de transition peu bureaucratique, avec des cas de rigueur compensés, nous avons fait en sorte que des centaines de milliers d'entreprises et de personnes libérales ont pu se faire secourir. Donc, il est question de l'assurance chômage, il est question de la PG, perte de gain, il est question aussi que le Conseil fédéral et que les chambres, ainsi que les États, en partie, en temps record, se sont dotés d'instrumentaires supplétifs pour mettre à disposition les moyens fiduciaires indispensables. Nous parlons d'institutions sans lesquelles le recouvrement des forces de l'économie n'eût point été possible. Sans doute, le Conseil fédéral n'a pas agi sans erreur, pas plus que les parlements et que l'administration. Ce n'est pas possible parce que ce qui est impondérable, ce qui est peu sûr, rend la crise aiguë et lui est consubstantiel dans une crise. Il faut donc gérer, commander et décider qu'on prenne des décisions qu'il faut corriger ou qu'il faut donc assujettir à ajustement. Vous le savez mieux que quiconque comme entrepreneur que vous êtes. Et à travers mes longues expériences gestionnaires, je ne puis que dire que les pires des gestionnaires sont ceux et celles qui sont toujours en train de le voyer et qui ne décident jamais. Cela a pris un certain temps jusqu'à ce que notre système politique et fédéraliste ait donc absorbé ce choc, ait accusé le coup, se soit rendu opératoire, mais par la suite la réaction a été vite et rapide et elle dure jusqu'à nos jours. C'est pourquoi je ne parle pas ici d'un échec de la politique, loin s'en faut. Mais je donne raison à un point au président Valentin Vogt. Il faut donc une interprétation sans ménagement de cette crise. Il convient de réfléchir de quelle façon nous pouvons donc nous munitionner contre la prochaine crise, car cela viendra pas de la même façon, mais la crise viendra. Entre autres, il faut se poser la question de savoir de quelle façon nous pouvons rendre résiliente encore l'économie suisse. Comme libéral, je suis d'accord avec vous que cela ne va pas se faire par de nouvelles réglementations ou régulations. Pour ce qui est des plans de Conseil fédéral, je peux vous tranquilliser, vous rasséréner. Il y a des jours, nous avions une retraite de sciences économiques et nous avons une politique qui repose sur 3 piliers: normalisation, accompagnement du recouvrement et revitalisation. Une éternité. La phase normalisation est importante. Nous devons donc l'utiliser. Les nouvelles mesures de soutien, il faut les pérenniser autant que faire se peut, mais pas au-delà de la nécessité. Ces mesures, et M. Vogt l'a dit à juste titre, ne doivent pas devenir des structures institutionnelles. En matière de l'accompagnement du recouvrement, il faut soutenir les branches et les entreprises de s'adapter aux nouvelles conditions du marché. Dans ce domaine, on parle de la promotion du site, formation, innovation. Nous pouvons, grosso modo, rebondir sur des travaux qui sont déjà en gestation pour la revitalisation.
enfin, il s'agit de faire en sorte que le recouvrement soit stabilisé de façon durable. Là aussi, nous pouvons rebondir sur des travaux et sur des points de raccordement. Pour ce faire, j'évoque par exemple les plans pour une réglementation estimée dans sa conséquence ou deux consultations qui courent. Première, un frein à la régulation et la consultation pour la loi fédérale quant à la décharge administrative d'entreprise. C'est un pas unique qu'il faille donc une loi pour réduire la charge administrative. Mais il faut aussi réduire les douanes industrielles ou la suppression de la loi sur l'émission, sur le terme d'émission. Dans la revitalisation pour une nation d'exportation, il faut évoquer les relations avec l'UE, notre principal partenaire commercial. C'est de cela que dépend le recouvrement des phases de l'économie. Là, j'aimerais aussi perdre quelques mots. Le Conseil fédéral s'est penché sur le résultat des négociations pour l'acte institutionnel. Et pour ce faire, nous avons fait des consultations qualitatives et quantitatives. Nous avons abouti à la conclusion que cette esquisse n'est pas équilibrée et que politiquement, elle n'est pas portative. L'UE n'était pas d'accord de faire des concessions à Berne pour le droit de cité et pour les mesures d'accompagnement. C'est pourquoi le Conseil fédéral a coupé court à ces négociations en date du 26 mai. Cette décision a été accusée avec satisfaction, mais parfois aussi avec déception. N'oublions pas, dirais-je, que le Conseil fédéral, depuis 2013, s'était prononcé pour un accord cadre institutionnel avec l'UE. Le gouvernement voulait donc une reprise des lois avec un organe de conciliation. Mais dès le début, nous avons dit que les mesures d'accompagnement et donc la directive sur le droit de cité européen devraient être exclues de cette dynamisation. Le Conseil fédéral a tiré ses lignes rouges à plus d'une reprise au fil de ces dernières années. Rien de nouveau à l'Ouest. Il ne s'agissait pas de savoir si le délai d'allance pour des détachés serait donc de 4 ou de 8 jours. Faux combat. Il ne s'agit pas non plus de frais supplémentaires dans l'aide sociale. Il s'agissait plutôt de savoir si la liberté de circulation des personnes serait donc une libre circulation de travailleuses et de travailleurs, ou si, dans ce domaine, on voulait faire un changement carrément paradigmatique. Et in fine, il s'agissait que dans des domaines vitaux, comme la politique de l'immigration, du marché d'emploi, de la politique sociale, de maintenir certaines gestions indépendantes à la Confédération suisse, et cela, n'est pas quelque chose d'anodin. Parce que l'UE ne bougeait pas d'un iota en la matière, le Conseil fédéral a coupé court à cette négociation, mais on n'a pas perdu de vue l'objectif. Le gouvernement veut maintenir et stabiliser les relations entre Berne et Bruxelles et Strasbourg. Mon département vérifie à l'heure actuelle où, dans le cadre des traitements d'accessibilité de marché, il y a des régulations différentes entre la Suisse et l'UE, et où c'est dans l'intérêt majeur de notre pays, ou pourrait être dans l'intérêt majeur de la Suisse, je répète, que ces différences de réglementation soient donc estompées. Auprès de ce mandat de vérification, les partenaires sociaux, les États, l'économie sont incorporés. Ils revêtent un rôle très important. Quels sont donc les défis en la matière? Nous devons nous doter d'un nouveau dénominateur commun, mesdames et messieurs. Comment nous voulons régler nos rapports avec l'Union européenne pro futuro? Ce processus doit aller du bas vers le haut, bottom-up, comme on dit. À défaut, nous courons le risque au sein même de l'Alliance européenne, il y aura donc des travers, et sans alliance de politique européenne, sans consensus du bas vers le haut, l'histoire l'a démontré à satiété, voire à répétition, la Suisse ne va pas se tirer d'affaire en la matière. Dans cette corrélation, j'aimerais évoquer un mot-clé de Monsieur le Président Vogt. Valentin Vogt parlait de confiance en la politique, en l'économie, en l'acte économique. Monsieur le Président parlait d'une défiance générale envers la confiance. Ils ne réussissent pas à tirer les bonnes leçons de la pénombre de la crise. Je crains qu'en marge politique, il y a déjà donc une confiance complètement effilochée. D'une part, l'étude sécuritaire de l'EPFZ le démontre, la confiance en nos institutions pendant l'année pandémique a été augmentée. Aussi, la conférence vers le Conseil fédéral. Première position, il y a police. Conseil fédéral est en
En quatrième position, je m'en félicite au fond que le Conseil fédéral ait le quatrième rang pour les titulaires de confiance. Mais le son est devenu rugueux, voire criard au fil de ces derniers temps. C'est l'envers de la médaille. Dans ce domaine, on affiche un scepticisme fondamental aux dépens des institutions qui donc est imprégné d'un manque de confiance. C'est une espèce de défection politique qu'il faut stopper, mesdames et messieurs. Les médias sociaux jouent un rôle capital en la matière, où donc il y a des menaces qui sont brandies et la politique s'est toujours battue. Les attaques personnelles ont toujours fait partie autrefois du jeu, c'est vrai, mais les médias sociaux donnent un retentissement qualitatif énorme de cette qualité qui, bien sûr, risque d'étouffer dans l'œuf les débats rationnels et plus ou moins intelligents. Simultanément, les aspirations sont très éclectiques. Chacun peut donc manifestement s'égosiller et il n'y a pas de récipient où les revendications prendraient une forme en quelque sorte haptique. Pensez aux manifestations anti-COVID-19. Il ne s'agit pas seulement de la COVID-19, il s'agit des rayonnements des cellulaires ou contre la police qui serait totalitaire. Les intérêts les plus divergents, les groupes d'intérêts qui s'ignoraient se rencontrent dans la rue et sur la route pour protester contre la République, pour témoigner de leur insatisfaction après une année de restrictions COVID-19. Depuis septembre 2020, 4 projets d'autorité se sont soldés par un échec aux urnes populaires. Cela devrait être un appel républicain qu'il convient de reconquérir la confiance de nos concitoyennes et concitoyens. Comment va-t-on s'y prendre? Il est tout à fait déterminant, j'en suis résolument convaincu, que nous devons présenter des résultats. Ne nous berçons pas de douces illusions, mesdames et messieurs. Pour beaucoup de citoyens, ce n'est pas le point entre la virgule qui connaît ou le verbatim d'une loi. Et qui, pour nous, est si important. Ce qui compte, ce sont les restaurants qui sont ouverts, les dates de vaccination, le montant de la prestation de rente et mon statut social à la sortie de la crise. Il s'agit de résultats tangibles et les résultats portent en germe de la confiance. Une autre chose est claire pour moi. Si nous voulons conquérir de la confiance, il faut savoir tendre l'oreille, savoir entendre et savoir écouter. La politique et vous qui organisez aussi une certaine politique, il ne faut pas seulement écouter ceux qui s'articulent très bien sur la scénographie politique, mais aussi il faut écouter la majorité dite silencieuse. Prenons l'exemple d'Haïti. Eh bien, les adversaires voulaient donc une solution étatique, mais je ne suis pas sûr si cela donc a suffi pour un non. Je n'exclus pas que d'autres facteurs avaient un impact central, par exemple, une certaine mentalité dissuasive contre donc la numérisation de notre vie et de nos parages vitaux, ou tout simplement la question à 100 sous, pourquoi ai-je besoin de cela? Qu'est-ce que cela me rapporte? Cela démontre pour moi que nous ne pouvons pas nous permettre le luxe douteux d'ignorer les personnes silencieuses, de les laisser sur le carreau. Après tout, ne vivons-nous pas dans une démocratie correcte? N'avons-nous pas besoin de majorité? Et si nous oublions cela, eh bien, nous allons être confrontés à des échecs. Mesdames et messieurs, les concitoyens, mais aussi l'économie, attendent des résultats de notre part, et cela à juste titre. Là, vous êtes aussi sollicités comme partenaires sociaux que vous êtes, car une de nos clés de voûte, c'est le partenariat social vécu au quotidien. Les employeurs le savent. Principe de la bonne foi. J'évoquais la politique communautaire. Là, les patrons ont été contributeurs avec des résultats très haptiques de thésauriser de la confiance. Après 1992, lorsque la Suisse est optée pour la voie bilatérale, il y avait de grandes résistances contre l'introduction de la libre circulation des personnes. Les employeurs, eh bien, se sont prononcés pour une protection salariale, les mesures dites d'accompagnement, d'entente avec les syndicats. Ainsi, ils ont frayé la voie au fait que les bilatérales romains I, en mai 2000, fussent acceptés par le peuple suisse avec une majorité de 2 tiers. Les patrons ont aussi contribué que
les citoyens suisses acceptassent la libre circulation des personnes avec plus de 60% et la confirmassent. Il s'agissait de l'initiative dite de limitation de l'UDC. Vous en souvenez. Aussi, ces votations n'étaient possibles qu'avec la confiance. Il s'agissait de fournir l'acte constitutif que les travailleurs nationaux ne seraient pas troqués contre des étrangers qui travailleraient à vil prix, qu'on soit d'accord de les soutenir afin qu'ils ne portent pas le chapeau dans le marché d'emploi. Avec cet objectif, les partis sociaux avaient présenté au Conseil fédéral en 2019 des mesures d'accompagnement, notamment de travailleurs d'un certain âge. Cela était une contribution décisive, d'une part pour la solidification de la coalition européenne en Suisse et d'autre part pour conquérir la confiance de la population. Cela s'est avéré payant lors des urnes, puisque la confiance était là pour le bien majeur de notre pays. Il faut toujours se souvenir de cela si nous parlons des négociations et l'échec de l'accord institutionnel et si nous parlons du futur de la voie bilatérale. On arrivera à bon port uniquement avec la confiance de la population, confiance que les solutions soient négociées et conclues dans l'intérêt de nos concitoyens. Quant à moi, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je mise énormément que les employeurs, comme à l'accoutumée, demeurent des partenaires fiables pour aboutir à des solutions portables. Un grand merci pour votre attention et je me félicite d'un chassé-croisé de questions-réponses avec Monsieur le directeur Muller. Madame la conseillère fédérale, un grand merci pour votre analyse extrêmement claire et les mots très clairs. Et si nous avons donc un invité distingué, nous avons un chassé-croisé de questions-réponses animé par Monsieur le directeur, le professeur Muller. Madame la conseillère fédérale, Mesdames et Messieurs, dans cette salle et en duplex, je me félicite énormément que Madame le ministre soit ici à nos côtés et que nous puissions rebondir sur certaines composantes de votre communication. Il eût été planifié à ce que vous fussiez des nôtres l'année dernière, mais tel n'était pas possible. Mais depuis 2 ans, vous êtes conseiller national. Première question, qu'est-ce que vous ressentez si vous retournez dans l'antre du lion, ou plutôt dans votre bercail, où vous dites que vous avez reconnu beaucoup de faciès, vous étiez au sein du comité, on vous a donc beaucoup estimé à travers vos impulsions. Comment vous sentez-vous? Je l'ai dit d'emblée, eh bien, c'est volontiers que je suis retourné pour faire un échange avec vous. De fait, il faut donc dire, si on est à Berne, eh bien, on est dans un microcosme, pour ne pas dire dans un cocon. C'est la Berne fédérale, c'est un monde à part. Et il est très important qu'on puisse de temps à autre sortir du palais fédéral. On peut uniquement thésauriser de la confiance si on se parle ou si on se cause, comme disent nos concitoyens vaudois. Ce qui me manquait, bien sûr qu'on s'était échangé à travers la politique européenne, mais c'était toujours de façon numérique. Et donc, je me sens ici tout à fait à l'aise entre des personnes qui partagent mes avis. L'année dernière, pour vous, fut une année très difficile, Madame le ministre. Eh bien, comment le travail vous a-t-il impacté? Comment, comme femme, comme Suisse orientale, vous vous êtes coulée dans le moule de ce Conseil fédéral? Travailler, travailler, travailler. Les Suisses orientaux, il y en a quelques-uns qui sont dans la salle. Nous travaillons, nous sommes sobres, on ne pose pas trop de questions, on retrousse les manches. J'avais un temps très intense, pas seulement cette année, à vrai dire. Cela fait 2 ans et demi que je suis en fonction. Eh bien, j'ai derrière moi la 8e votation populaire. J'ai calculé pendant ce laps, j'avais 50 projets déposés au sein du Parlement. Tout cela par-dessus le marché du virus, de la COVID-19 et de la politique européenne, eh bien, qu'on a aussi déterminé de façon décisive au sein du Conseil fédéral. Donc, je n'ai pas chômé, c'est le cas de le dire. Et comme Suissesse orientale, eh bien, je me suis félicité d'un fait, c'est que pendant la pandémie, eh bien, on voit un peu les différences des mentalités. Parce que j'étais toujours à Berne, je ne suis pas donc une Suisse allemande, je suis une Suissesse
d'Extrême-Orient helvétique, comme je dis avec un peu d'humour. On a tendance, pour les romans, nous sommes les Suisses totaux, les Stourbirnen en quelque sorte, mais force est de constater qu'il y a aussi des différences de mentalité entre Suisses allemands, au sein même de la Suisse allemande. Je ne veux pas ici trop forcer la note, loin s'en faut, mais cette façon d'approcher à l'alémanique est un peu différente. Eh bien, la pluralité de la population se révèle aussi au sein du Conseil fédéral, et c'est une bonne chose qu'il en soit ainsi. Eh bien, si je puis rebondir sur le virus, sur la COVID-19, nous étions confrontés tant et plus à ces arrêts du Conseil fédéral. D'aucuns nous plaisaient, d'autres pas du tout. Cela fait partie, vous l'avez dit, il y a des erreurs, on fait preuve d'ajustement, de correction. Au bilan, nous avions une bonne impression. On y reviendra d'ici quelques instants. Mais comment est-ce que, Madame le ministre, vous avez composé avec ces conflictualités opératoires? Santé versus économicité, tous ces desiderata, tous ces désirs qui vous ont été adressés et aussi au Conseil fédéral incorporé. Cela relevait-il de la gageure? Absolument, cela relevait de la gageure, comme vous le dites. La pression était énorme. Surtout dans une situation où on ne savait pas tout. Important de décider. Si on prend des décisions, on analyse, on cogite, on va parfois rationnissant. Quels sont les scénarios qui pourraient prendre naissance? Et là, il fallut qu'on décida dans une action de nuit et de brouillard. Et personne ne savait comment la pandémie allait se développer. Par exemple, en Suisse orientale, c'était parfois moins fortement le cas, mais au Conseil fédéral, on était confronté par l'impression genevoise. À Genève, la pandémie était exubérante, dans le Tessin aussi, mais c'est Genève, la cité de Calvin, qui a été le plus ballottée par la bourrasque du virus. Alors on se dit, que faire si cela s'étendait à toute la Suisse? On endosse sa part de responsabilité dans une telle situation. Et alors, il faut dire, allez-y, sans coup faire rire. On ne peut pas longtemps cogiter, juste souhaiter ceci plutôt que cela. Oui, juste souhaiter une fois des choses autres. Parfois, j'avais quitté les centres du Conseil fédéral, puis je me disais, mon Dieu, mais fallait-il vraiment que nous décidions dans cette direction-là? Et cela était une époque difficile et pénible. J'espère qu'elle ne retournera pas de si peu dans cette intensité, parce que nous sommes là pour protéger la liberté des gens et non pas pour juguler les libertés de nos concitoyens. On a dû juguler ces libertés pour protéger nos concitoyens. Et au début de la pandémie, eh bien, la santé avait donc une plus grande valeur que l'économicité. Mais j'ai l'impression qu'on s'est donné la peine de trouver un juste milieu, une bonne compensation, mais vous ne pouvez jamais être juste à 100%, ni en matière de justice, ni en matière de justesse d'ailleurs. Oui, et vous avez donc une cadence foudroyante de séance. On l'a vécu nous-mêmes comme Union suisse des patrons, des messages d'urgence tous les 3 jours. Vous l'avez dit, Madame le ministre, la pression des institutions et aussi le grand ratio du Conseil fédéral, qu'on est content avec les 7 sages. En dépit de cela, on a eu des discussions quant à ces institutions. Et ce qu'on a entendu dire à travers des milieux parlementaires, eh bien, c'est qu'on avait cajoler à nouveau la pensée de l'institution d'une Cour constitutionnelle? Faudrait-il instaurer donc un aéropage constitutionnel, comme il y en a en France et en Allemagne? Comment est-ce que vous traitez avec cette question institutionnelle? Ces questions sont tout à fait légitimes. Mais il faut que je vous dise simultanément qu'en temps normaux, l'exécutif, quant à lui, a toujours une longueur d'avance. C'est comme la direction d'une entreprise via un conseil d'administration. Et aussi dans la communauté, c'est comme ça, dans la municipalité, dans le canton aussi. En tant que professionnel, vous décidez. En tant que conseiller d'État, le Grand Conseil, bien sûr, est aussi très professionnalisé et bien sûr encore davantage au niveau de la Confédération, mais l'exécutif a toujours une longueur d'avance et jamais les législatifs n'ont la même situation en matière d'information que les exécutifs. Au niveau de la Conf, des États et des communes. Trouver l'équilibre des pouvoirs d'État, c'est une question. Quant à moi, je ne suis pas une grande partisane d'une Cour constitutionnelle et si on imagine qu'en pandémie, si donc il fallut encore attendre que mon repos nous accordât que nous puissions faire quelque chose et
Donc cela aurait été la réalité. Heureusement que ce n'était pas le cas, sinon nous aurons été encore davantage refrénés dans nos efforts. On a toujours la tendance de se doter de nouveaux instrumentaires si on constate une lacune réelle ou prétendue. Nous n'avons pas de constitutionnalité en Suisse et c'est un peu le Conseil des États qui est une espèce de cour constitutionnelle, un peu à la Sénat française peut-être. Dans un certain sens, je mesure mes mots. Mais quant à moi, je suis très sceptique à l'égard de l'instauration d'une Cour constitutionnelle. Je crois qu'il y aurait une espèce de judiciarisation de la politique. Ce sont des questions qui sont discutées, mais quelle est donc la bonne décision? On ne le sait pas. Pour en terminer momentanément avec le virus, je ne veux pas aborder qu'un mystère Corona aurait réglé les choses. Je pense que le Conseil fédéral, avec ses 7 sages, a fait donc une action que je qualifie grosso modo d'équilibrée. Mais à titre personnel, vous avez dit que vous étiez quand même frappé par certains aspects. Qu'est-ce qui vous avait le plus frappé pendant cette formation de décision, ce combat pour une certaine sagacité, tous les destins et que tous les aspects avec lesquels vous deviez composer? Qu'est-ce qui vous reste en la matière? Eh bien, si je me souviens, physiquement, me reste vraiment physiquement parce que j'avais la chair de poule. C'était la conférence de presse où j'avais participé à cause de la fermeture des frontières qui donc tombait du domaine de mon département où nous avons décrété donc une situation d'urgence extraordinaire, un état de siège en quelque sorte. Mon père, qui depuis 32 ans malheureusement n'est plus parmi nous, j'étais donc la petite cadette parce que les gens me disent toujours je paye de mon grand-père. Non, je parle de mon père qui était presque mon grand-père pour son âge. Il a fait du service militaire actif presque 1000 jours. Et vous imaginez, chez nous, à domicile, eh bien, l'armée, le général Guisan, c'était en quelque sorte les sacro-saints républicains, c'était très important. Et donc, il a beaucoup discuté et la mobilisation en 1939, etc., l'occupation des frontières et comment on était dans une situation extraordinaire. Et que maintenant, on en soit là, ça fait une année que j'étais conseiller fédéral, et sa fille décrète l'état de siège pour les frontières, dit mon vieux papa. Et on imagine situation extraordinaire, mobilisation. J'avais une chair de poule. Véritablement la chair de poule. J'étais tressailli et cela m'a frappé, mais en plein cœur. Qu'est-ce que nous devons faire avec ce pays, avec cette confédération, avec cette république? Tout le reste était une conséquence de cela. Je n'ai pas souffert, puisque c'est la responsabilité. Je suis ministre, je suis élu, je l'accepte. Et alors, je me mets au boulot, sans être là une pain beige. Ce n'est pas du tout mon genre. Je n'ai pas l'embarras du choix. Je sers la République et j'y vais. Mais c'était, oui, quelque chose qui était désagréable et presque bouleversant. Et comme vous évoquez les arrêts, nous n'avions même plus nous-mêmes la vue sur nos petites ordonnances. Eh bien, j'aimerais que l'OFJ, l'Office fédéral, fasse un toilettage rédactionnel de ces ordonnances, que nous sachions, mais ce que nous avons décrété, dans quel endroit, dans quelles circonstances, et quels sont les délais, les forclusions de telle et telle décision. C'était devenu presque un peu une espèce de mangrove. Eh bien, je l'ai vécu comme vous. On s'était rendu au Grison et partout, il y avait donc ces écriteaux « frontières bloquées ». On parlait de mobilisation comme si nous étions en état de guerre. La fermeture des frontières, si je peux rebondir, monsieur le directeur, eh bien, il fallut que nous le fissions à l'époque, parce que les autres fermèrent, il fallut que nous agissions de la même façon. Mais c'était horrible pour moi, affreux. Si en tant que Saint-Galloise, je pense la région du lac de Constance, à Berne, on ferme les frontières, c'est théorique, mais si vous avez pris naissance un jet de pierre de la frontière allemande, où vous avez donc en quelque sorte des barricades pour bloquer la route, les personnes anciennes, depuis les affres de la Seconde Guerre mondiale, on l'a plus vu. À part le bureaucratisme qui était tentaculaire, le bureaucratisme parce que les frontaliers avaient un sauf-conduit, mais il y avait donc un citoyen
dont la jument accouchait au Vorarlberg. Un autre avait donc un jardin de famille au bas de Wurtemberg. Et toutes ces autorisations, il fallait les accorder. Il y avait une centaine de personnes qui donc téléphonaient pour répondre à des questions. Donc cela, on ne l'a pas vu. Donc on voit la liberté que nous avons de bouger de façon libre. C'est un bien précieux. On s'en est rendu douloureusement conscience quand elle était relativisée. Mettons momentanément de côté l'époque de la COVID-19. D'ailleurs, les choses devraient se décrisper. Dès lors, quelques autres questions, Madame le ministre, sur l'Europe, si vous le permettez, entre autres sur l'Europe. Il y avait donc cette décision omineuse du Conseil fédéral en ce qui concerne la rupture des négociations de l'accord de cadre institutionnel. On en a parlé tout à l'heure, vous l'avez évoqué dans votre allocution. Et quelles sont les prochaines démarches? Ce qui, bien sûr, nous prend d'assaut, c'est le domaine du voyage, les mesures immédiates. Je pense que cela n'a pas été réalisé dans votre département, mais le Conseil fédéral incorporé a accordé la priorité absolue. Oui, c'est bien sûr que c'est un sujet teinté d'actualité, avec une grande priorité. Mais c'est Monsieur le Président Parlement qui donc négocie en la matière avec l'UE. Nous avons aussi édicté une ordonnance unilatérale en la matière pour au moins donc éviter ou relativiser les discriminations. Et il y a aussi certains crédits. Nous avons donc les 6 milliards qui sont donc évidemment maintenant mis en veilleuse. On verra ce qu'il en sera. On nous a dit que nous avons reçu un peu de support parce que d'autres aussi estiment qu'on peut toujours coopérer avec les Suisses. La situation n'est pas tout à fait nouvelle. Après l'acceptation de l'initiative de l'UDC contre l'immigration de mars, on nous avait déjà pénalisé côté Bruxelles et Strasbourg. Et par la suite, on a trouvé une voie de sortir de cette ankylose. Et je suis confidente que cela va nous réussir aussi dans une forme certaine. Vous l'avez donc dit, Madame la conseillère fédérale, ce programme que votre département va présenter, il y aura bientôt des décisions qui devront être prises, vous le disiez vous-même. Un de vos prédécesseurs, le conseiller fédéral Arnold Kohler, avait agi de façon similaire. Il avait dit, très bien, il faut que nous développions un programme. À l'époque, on parlait de Rolex, maintenant on parle de Stabilex. L'ex, il y en a toujours, hein, la loi. Et en fonction de votre département transversal, parce que le DFDJP eh bien, a fait donc un état présenter un état général des lieux. Bien, que faut-il imaginer de ce programme? Le Conseil fédéral, qu'imagine-t-il avec ce programme? Tout d'abord, il faut dire, Monsieur Muller, qu'Arnold Kohler est une riche source d'inspiration quasi intarissable. Mais la situation après le EE en décembre 92 n'était pas comparable avec notre situation. Si on dit aujourd'hui la rupture, comme en 92, comme en 92, non, sachons raison garder, mesdames et messieurs, et ne plaisantons pas. Nous avons les bilatérales romains 1 et 2, nous avons 120 traités avec l'Union européenne. En dépit de la pandémie et malgré elle, nous avons donc une bonne situation économique, de bonnes perspectives économico-commerciales. Nous sommes carrément le pays le plus compétitif. Même la Commission européenne, un peu jalouse, devait dire que la Suisse accuse une sacrée compétitivité, quelles que soient ses difficultés. Tel n'était pas le cas en 92. Nous étions en dehors du marché unique européen. Nous étions en pleine récession. Et Kohler et le Conseil fédéral avaient donc décidé qu'une partie du programme EEE serait repris de façon quasi autonome. Ce que nous faisons à l'heure actuelle n'a guère d'accointance avec 92, mais nous nous étions dit qu'il serait sans doute intéressant, rien qu'intéressant, de voir eh bien, quelles sont les différences réglementaires. Parce que les bilatérales 1, depuis 99, sont statiques. Il y a eu quelques adaptations, mais tout à fait superficielles. Mais c'est une réglementation bilatérale et qui le demeure. Eh bien, on peut regarder cela. Je ne sais pas ce qu'il en restera. J'aimerais pas ici cultiver des attentes ou attiser des appétences, mais que dans certains domaines où c'est dans l'intérêt de la Suisse, on pourrait dire nous reprenons tel et tel dispositif, mais sans pression de dynamisation, sans pression de négociation, ce que nous voulons, ce que nous ne voulons pas, ce qui est majoritaire et ce qui est réaliste. Et là, les départements et le Conseil fédéral vont faire un état des lieux. Comme vous le suggériez dans les différents domaines, on travaillera en économie avec les acteurs qui sont concernés. Mais advienne que pourra. Je pense que cet exercice a aussi une valeur immatérielle, en quelque sorte idéale. Et cette valeur idéale est la suivante, c'est que les
l'alliance de politique européenne qui a soutenu les bilatérales, eh bien, cette alliance reste qu'à tabler et qu'elle reste en discussion pendant cette époque où peut-être il n'y aura pas immédiatement une solution concrète qui se pointe à l'horizon avec l'UE, mais qu'on réfléchisse ensemble et d'un commun accord. Si je vous comprends bien, on va entendre vos projets, mais pour le Conseil fédéral, il ne s'agit pas seulement des sujets qui étaient couverts en matière de l'accord cadre, donc les mesures d'accompagnement, les aides étatiques ou le droit de cité, non un état des lieux plus large. Oui, des états généraux dans un certain sens, mais on peut donc faire en quelque sorte un vrai remue-ménage des pilotes d'hélicoptères jusqu'aux mesures d'accompagnement, tout ce qui dépend de notre corrélation avec l'Union européenne. Mais ce que j'aimerais dire, ce qui est exclu, c'est que, par exemple, le Conseil fédéral dise, eh bien, le droit de cité européenne, dans cette directive, cela, on le fait de façon autonome. Cela, à coup sûr, pas. Alors là, je ne serai pas du tout partisane. Tel n'est pas le sens de cet exercice. Mais si, par exemple, la libre circulation est analysée, eh bien, auprès des travailleurs, il y a une certaine marge de manœuvre. On se pose la question, veut-on la mettre à contribution ou veut-on y renoncer? Et le DFAE a aussi le mandat de mener un dialogue politique avec l'UE. J'espère que cela réussira. Et peut-être va-t-on trouver des thèmes et des sujets politiques et juridiques qui, dans un futur dialogue, auront encore une certaine marge de manœuvre, qu'on ne les donne pas de façon autonome, mais que nous pensons il y a une certaine masse discrétionnaire. Un exemple pas trop douteux, en ce qui concerne les titres de séjour, eh bien, les ressortissants des anciens États UE sont autrement traités que ceux des nouveaux ressortissants UE. On pourrait discuter de cette thématique-là, mais dans ce domaine, en contrepartie pour la Suisse, il faudrait qu'il y ait aussi une contreprestation. Vous l'avez dit, vous l'avez confirmé, au fond, la pulsion, l'attraction de faire cela, c'est l'intérêt national, l'intérêt républicain et national, que tout le monde en profite. Et l'UE, de son côté, devrait aussi profiter dans ces domaines. Donc on cherche en quelque sorte ces éléments différenciés pour statuer à une solution. Auprès d'Arnold Kohler, eh bien, la négociation était plus simple par la régulation qu'il fallait donc adopter entre la Suisse et aussi l'UE. Donc ici, la chose est un peu différente. Mais dans les bilatérales 1, eh bien, c'était beaucoup plus simple à l'époque, il y a une trentaine d'années. Donc là, je n'ai pas de préconçus, je n'ai pas de préjugés, je ne veux pas attiser des appétences et des espérances. La valeur de l'exercice étant, me semble-t-il, que les partenaires sociaux qui ont donc déterminé cette voie bilatérale d'entente avec les cantons restent en discussion et aussi avec les différents départements fédéraux. Et il y a peu de temps, nous toutes et tous, dans la Nouvelle Gazette de Zurich, on a lu une interview que vous avez accordée, et on a vu que la Conseil fédéral est aussi un être humain. Il fallait qu'elle s'en étonnait. Non, mais vous avez les philosophés sur monsieur votre époux. Et je n'aimerais pas ici être indiscret, mais eu égard au temps qui ne cesse de s'effilocher, eh bien, de vous souhaiter de bonnes journées estivales tranquilles, aussi avec monsieur votre époux et votre famille. Je pense que nous partageons cette envie. Sur ces entrefaites, on n'en a pas assez, mais on en a un tout petit peu marre quand même de ce virus et on aimerait manifestement passer l'été avec la distance sociale, mais sans masque. Je vous souhaite de belles journées et un grand merci pour cet entretien, Madame le ministre. Madame la conseillère fédérale, très chère Karine, un grand merci que tu as discuté avec nous. Eh bien, je te dis un grand merci pour ton travail extrêmement précieux et très valable. Tu dois aussi rétablir un peu l'ordre dans ton département, n'est-ce pas, si j'ai bien compris, et aussi ton engagement dans la votation populaire était exemplaire et républicaine. Eh bien, tu as donc exercé de façon tout à fait solitaire, sans campagne, cette loi antiterroriste. Donc, tu t'es vraiment mouillé la chemise, comme on dit, au fil de ces derniers temps. Et qu'est-ce qu'on pourrait donner à notre cher conseil fédéral? À part donc le bouquet de fleurs qui se met déjà en position,
Dans notre rapport d'activité, nous avons lu que tu adores l'humour britannique, l'humour anglais, et on a trouvé donc une publication de John Cleese, le célèbre membre de Monty Python, avec le titre « Être créateur et penser autrement, un mode d'emploi ». Et on s'était dit, cela cadre avec ton dossier européen. Comme Suisse orientale, tu es créatrice, tu es pragmatique et surtout, tu ne perds pas ton humour. Merci beaucoup. Nous reprenons dans nos assises très chamarrées avec Madame Karin Frick. Madame Frick est directrice recherche et membre du comité directeur de l'Institut GDI, Gottfried Duttleiber Institute. Elle analyse les tendances sociétales, économiques et consuméristes. C'est une oratrice qui fait date et référence. Eh bien, vous êtes d'accord, Madame Frick, quand je dis que nous sommes tout à fait heureux que la normalité reprend le dessus sur la COVID-19. Vous avez étudié à l'Université de Saint-Gall, vous êtes chercheuse sur plusieurs sujets, vous étiez rédactrice en chef du périodique GDI Impulsion et comme directrice de l'association Futurologue Swiss Future, vous étiez très importante. Vous analysez les tendances dans le domaine du consumérisme et des prestations de services et nous sommes curieux comment voit le monde à l'issue de la COVID-19. Madame la directrice, c'est à vous. Madame la conseillère fédérale, mesdames et messieurs, un grand merci pour l'invitation qui m'a été donnée. Le monde de l'emploi post-coronaire. J'ai quelques transparents que je me permets de mettre en exergue. Les voici. Comment se présente donc le monde du travail après Corona? Qu'est-ce qui a changé? Je vais formuler 10 considérations thématiques quant à l'évolution du monde de l'emploi, des changements fondamentaux, des shifts, comme on dit en solécisme et barbarisme anglais, qui vont donc changer notre étoffe de la réalité. Nous pouvons dire à titre général que la COVID-19 a accéléré des tendances qui existaient en sourdine déjà au préalable. Ce n'est pas du tout que le monde est mis sans dessus, sans dessous, au-delà de la COVID-19. Non, la COVID-19 a dynamisé certaines trames évolutives dont les uns sont gagnants et les autres sont perdants. Force est de constater. Toutes les études le démontrent, et il y a pléthore d'études au quatre du monde. Il y en a presque une tendance par jour. Toutes les études démontrent que les travailleurs, la plupart des travailleurs et travailleuses, estiment cette flexibilité, cette nouvelle souplesse avec le télétravail, entre autres. Les travailleurs aimeraient maintenir cette souplesse et les actuels démontrent aussi que la productivité aux fins en télétravail n'était pas à la baisse, contrairement à ce que beaucoup de personnes qui jouaient les Cassandres craignaient. On voit que si le monde du travail est en train de se redynamiser, comme M. le Président Vogt l'a dit tout à l'heure, eh bien que cette souplesse est estimée à sa grande et juste valeur. Beaucoup de travailleurs disent qu'ils seraient d'accord pour autant qu'ils seraient d'accord de changer de place de travail pour maintenir cette flexibilité de travail. Cette nouvelle forme hybride du travail, qu'on puisse donc décider soi-même dans l'espace et dans le temps quant à son activité, est créateur de nouvelles libertés. Cela donc est estimé beaucoup par les hommes et les femmes, mais crée aussi de nouvelles impondérabilités avec lesquelles il faut apprendre à composer. Et cela a été dit tout à l'heure, si nous pensons les réglementations du monde du travail, quand cela a été réglé à une époque où toutes les personnes avaient donc des emplois fixes, c'était la normalité, où on exerçait toujours un travail à plein temps, etc. Ce qui veut dire que les réglementations que nous avons procèdent d'une époque complètement
révolu où tout était fixe, pour ne pas dire figé, contrairement à la situation d'actualité. C'est que veut dire que nous avons besoin de nouvelles réglementations qui tiennent compte de cette nouvelle souplesse, de cette nouvelle flexibilité, donc qu'on ait donc davantage de giratoires plutôt que de feux rouges, verts ou oranges. Le monde global du travail s'est dynamisé, force est de constater. À l'heure actuelle, il se pointe à l'horizon que si vous ne voulez ou ne devez pas être tous les jours dans votre bureau, eh bien, le diamètre où on peut être à l'affût de collaborateurs est en train donc s'élargir, comme il y a de nouvelles perspectives pour les travailleurs de se poster en candidature. Tombe en quelque sorte la rédhibition d'être pendulaire. Il y a 2 mois, il y a 8 semaines, on avait mis au concours un poste de recherche et nous reçûmes des candidatures aussi du Canada et de l'Afrique du Sud. Peut-on travailler pour le GDI? Il est sur les rives idylliques du lac de Zurich, mais nous le préférons faire à partir du Canada ou de l'Union africaine. Bon, nous présentons, nous avons quand même plutôt Nous avons plutôt des chercheurs qui ne sont pas aussi éloignés qu'en Afrique du Sud ou qu'au Canada, mais c'est vrai que le périmètre s'élargit aussi bien pour les employeurs que pour les employés. Donc, on est à l'affût maintenant des candidats qui sont les plus profilés, qui ont aussi les meilleures exigences. Et nous avons aussi, avec un principe qui se généralise, à savoir les projets. Eh bien, le travail est beaucoup moins figé, il se décline par voie de projet. Un projet a un début, a une fin. Si c'est une entreprise, eh bien, vous pensez la conception, nouvelle conception pour votre exploitation, pour une fondation d'une entreprise, un producteur qui, par exemple, fait des vaccins. Là, vous avez besoin des meilleurs chercheurs du monde entier qui savent développer un vaccin. Lorsque cela fonctionne, eh bien, ces processus devraient être faits de façon quasi semi-automatisée. Donc, vous avez besoin d'une autre forme de collaborateurs pour la pérennisation de ces vaccins. Et à travers ce projet qui est en train de devenir quasi ubique, pour cela, vous pouvez donc recruter aux 4 coins des mondes des meilleurs qui vous développent une conception et qui, par la suite, vous garantissent une exploitation avec d'autres collaborateurs qui peut-être seront moins qualifiés. Et cette évolution, cette espèce de tendance d'avoir toujours les meilleurs du monde ira croissant, s'intensifiant et multipliant, et c'est critique notamment lorsqu'il s'agit de l'intelligence artificielle, des algorithmes, c'est-à-dire des experts qui développent des algorithmes et qui structurent des systèmes. Là, il faut que vous devez voir qui donc peut donc se payer ses collaborateurs, qui payera les salaires donc les plus élevés. Ce seront donc les mastodontes plutôt que les PME. Et comme il s'agit de construire des systèmes dont nous sommes tous tributaires, qui attirent ces personnes et qui, donc, ces systèmes comme Alibaba, comme Google, comme Amazon, les rendent toujours plus intelligents. Et ainsi, de fil en aiguille, est en train de développer cette longueur d'avance, de travailler donc avec des équipes qu'on peut recruter aux 4 coins du monde, et cela aboutit à une autre dynamique dans le marché de l'emploi, peut-être aussi une polarisation donc de la classe qui caracole à la tête du progrès et les autres qui garantissent la pérennisation de l'exploitation et de la production. Il est question de flexibilité, de souplesse. Beaucoup de flexibilité, davantage de souplesse, c'est mieux. Toutes les enquêtes le confirment, et qui veut être buté ou figé, la flexibilité a une connotation globalement positive et on mise sur davantage de souplesse, un équilibre, une meilleure conciliation entre le travail et la vie privée. Les personnes sont davantage motivées lorsqu'elles décident quand ils travaillent et où ils travaillent et aux plages de temps qui leur convient. Mais dans d'autres domaines, cela donc n'est pas toujours en train de progresser. Il y a tôt ou tard un point de non-retour, un point de bascule de la flexibilité qui se métamorphose en charge. Donc si la consommation est beaucoup trop grande, qui trop embrasse ce mal-être, les gens ne peuvent donc plus choisir. L'embarras du choix est tellement exubérant qu'on ne prend rien du tout, on est complètement déboussolé. Donc, le trop-plein, en quelque sorte. Si le trop-plein, en quelque sorte, est exubérant, si vous décidez
d'une nouvelle routine tous les jours, eh bien cela est un point de bascule qui risque de stresser les personnes. On parle de la fatigue, de l'abattement décisionnel s'il faut toujours inventer le monde et la roue tous les jours. Qui fait cette règle? Qui fait les routines? Est-ce que c'est le législateur qui le fait pour vous ou est-ce que vous devez les conquérir vous-même dans cette espèce de jungle où tout est possible et tout est flexible, presque à dormir debout? Et dès lors, dans ce domaine, il convient de maintenir l'équilibre, difficile à faire. Mesdames et messieurs, je crois qu'en tout et pour tout, et regardez de très près, la Suisse, tous les participants ont assez bien surmonté la crise. Le système ne s'est jamais écroulé. Le ravitaillement ne s'est jamais complètement immobilisé. Et quand même, nous avons même davantage de plages de liberté que nos États limitrophes. Donc, nous vivons dans un système qui est toujours, je dirais, parfaitement opératoire, où les revenus sont élevés et ils ont été protégés. Et Dieu merci que l'on soit ainsi. Et dans ce modèle, on peut changer et on constate plus grand est donc le choix. Nous sommes un pays avec beaucoup de main-d'œuvre extrêmement bien qualifiée, au bénéfice d'une bonne formation, qui ont des opportunités, qui connaissent l'option, vous savez, la dessiccation du marché d'emploi en matière de main-d'œuvre qualifiée, des jeunes gens bien qualifiés, aussi des moyenâgeux, même des seniors qui de plus en plus ont l'embarras du choix. Et se pose la question, qu'est-ce qui attire ces personnes? Vers quels critères vont-ils cingler? Vers quelle nouvelle structure portuaire? Et si on peut avoir beaucoup de choses, eh bien, il est indispensable que l'attraction doit devenir de votre fort intérieur. Les gens viennent chez vous, non pas en exclusivité parce que vous avez le salaire le plus plantureux, mais plutôt parce que le travail que vous offrez est censé, qu'il les confronte aux défis, qu'il correspond à leurs valeurs. Les gens sont plus exigeants, ils veulent une occupation qui, donc, corresponde à leurs propres valeurs. Je crois que c'est aussi une gigantesque opportunité, une très belle chance. Si vous constatez à quel point vous avez un potentiel d'innovation et la durabilité qui abrite autant de potentialités où des gens bien formés auront toutes leurs chances, par exemple, pour réaliser la neutralité climatique, la neutralité en matière d'émissions CO2. Il y a beaucoup de dynamisme, il y a beaucoup de force de propulsion. Cela correspond à la valorisation des personnes, mais c'est aussi une nécessité qui est exigée par notre écosystème. Sans protection de l'environnement, nous allons au-devant d'une grande catastrophe. Donc là, littéralement, on peut faire de nécessité vertu. Mais si on regarde autour de nous, quelle est la vraie force motivationnelle du millénium? Qu'est-ce que, pour les jeunes gens, est un phénomène qui rime avec succès pour la génération dite Z? Que veulent-ils? Car nous savons qu'il y a des situations on s'attend à ce que les personnes qui travaillent à l'heure actuelle ou les moyenâgeux ne vont pas aller au-delà de ce qu'ils ont fait jusqu'à présent. Donc, autrement dit, les jeunes ne pourront pas davantage s'enrichir que les vieux ou qui sont au pouvoir économique à l'heure actuelle. Et à l'heure actuelle, on sait qu'on peut s'engager pour un projet de façon très ponctuelle, mais quel est mon projet de vie? Y a-t-il encore un projet de vie dans une société aussi multiplement flexible que la nôtre? Beaucoup de chances sont ouvertes et beaucoup de chances auraient tendance aussi à s'ankyloser. Selon toutes les enquêtes et tous les sondages, eh bien, le travail à temps partiel est de plus en plus prisé. La prépondérance du plein emploi a donc perdu sa préférence ou sa prépondérance. Le travail a toujours grandement coté au travail, mais de moins en moins de personnes se définissent en exclusivité ou même primordialement par le travail. Qui êtes-vous? Autrefois, c'était la profession qui vous définissait. Quand on vous posait la question « Qui êtes-vous ?», aujourd'hui, il y a un changement qui s'installe. La vie propre est plus importante que la vie au sein de l'entreprise comme employé. Et je crois que cela frappe de plein fouet beaucoup d'entreprises, notamment les PME. Se pose la question qui a un successeur si le patron prend la retraite? Ou le médecin qui est à la veille de la retraite va-t-il pouvoir transmettre son cabinet à un jeune médecin? Cela
combiné aussi avec l'atonie démographique, moins d'enfants et potentiellement moins de personnes de définir sa vie par la seule carrière et par la seule situation socio-professionnelle, ce qui est quand même un grand changement culturel et mental. Il y a de nouveaux mouvements qui sont encore un peu embryonnaires, mais on peut le cristalliser avec la préférence pour le temps partiel, où il ne s'agit pas seulement de temps partiel, mais il s'agit d'une toute autre culture de la vie où le travail demeure peut-être important, mais ce n'est de loin plus le seul vecteur et peut-être même pas le vecteur primordial. Il y a un autre mouvement qui s'appelle FIRE, qui veulent beaucoup travailler, boulonner d'arrache-pied, mais prendre la retraite à 40 ans pour vivre encore 50 ans en toute liberté. Donc, consommer, gagner comme des dingues, mais à 40 ans, je prends ma retraite, je vis encore 40-50 ans de façon quasi paradisiaque dans un pays de cocagne. Et peut-être je fais un bon investissement. Voilà, il y a de nouvelles tendances. Je ne dis pas qu'elles seront toujours majoritaires, mais je dis qu'elles déterminent quand même de plus en plus le tissu de la réalité qui devient de cette façon-là de plus en plus pluriel, de plus en plus protéiforme. Et ces idées sont parfois contentieuses. Elles ont tendance à se propager, parfois même comme une traînée de poudre. Les nouveaux indépendants, faut-il parler de faux indépendants? Nous avons une situation de départ assez confortable. Aujourd'hui, on peut assez bien vivre parce qu'on trouve un poste, si on est bien qualifié, si on est assez performant. Et se pose la question, mais à quoi vais-je m'engager? Où vais-je investir mes forces? Quel est donc mon affût de succès et de réussite? Et là, se pointe à l'horizon une nouvelle tendance qui devra nous confronter à certains défis, du moins sous les auspices socio-économiques. Parce que l'indépendance, l'entrepreneuriat, eh bien, à moyenne échéance, vous rend pas très flexible. Par exemple, moi, j'ai grandi dans une famille d'entrepreneurs. Vous avez de longs temps de travail. Vous devez bûcher aussi samedi, dimanche. Vous êtes sur appel, vous êtes de piquet quand vous êtes jeune entrepreneur. Donc, l'indépendance a son prix et, du moins dans la vie sociale, eh bien, cela vous rend un peu davantage tributaire d'une certaine camisole de force, carrément, ce qui est en contradiction avec la mentalité culturelle. Nous avons fait plusieurs enquêtes en matière, donc, à venir de pharmaciens, de médecins, généralistes, ou aussi médecins dentaires. Dans beaucoup de corps de métier avec les indépendants, la tendance est en train de s'enchaîner parce que pour un jeune pharmacien, pour un jeune dentiste, pour un jeune généraliste en médecine, avoir donc un cabinet médical, c'est pas tellement préférable. Ces journées qui n'en finissent pas et être de service, pharmacien d'office par exemple le week-end, eh bien vous avez donc des indépendants qui normalement déterminent la topographie des PME, mais c'est un glaive à double tranchant parce que cette indépendance, tôt ou tard, ils deviendront en quelque sorte des employés de chaînes d'avocats. C'est aussi valable pour les juristes, ou de chaînes aussi de pharmaciens, ou de chaînes de médecins, parce qu'ils ne veulent plus travailler comme médecins indépendants, plutôt être un médecin hautement spécialisé, par exemple, mais alors à temps partiel, pour avoir des congés, pour avoir des vacances, etc. Et on ne s'opte pas pour la liberté terriblement pesante de l'entrepreneur, qui sans doute est indépendant, mais qui le fait peut-être au détriment de sa propre indépendance culturelle, morale et sociale. Dès lors, quels sont donc les collaboratrices et collaborateurs que ces chaînes de médecins, de pharmaciens ou d'avocats vont attirer les personnes lorsque les indépendants, en quelque sorte, veulent être des employés avec un grand degré de liberté personnelle. Donc l'indépendance, manifestement, ne sera pas toujours connotée de façon positive à l'avenir. Nous avons un autre groupe d'indépendants. Nous parlons de geek economy. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui ont beaucoup moins de salariés fixes, mais des collaborateurs qui sont là sous forme de projets.
à tous les échelons de la qualification. Vous pouvez l'avoir, évidemment, pour des travailleurs travaillant sur le tas, le chauffeur Uber, mais allant jusqu'à des scientifiques hyper qualifiés en électronique, en informatique ou en recherche pharmacologique ou médicale. Donc, si vous avez un groupe croissant d'indépendants, c'est-à-dire d'entreprises qui n'ont qu'un seul collaborateur, donc le patron, parfois des précarisés, d'autres hyper lucratifs, eh bien cela rime aussi avec une société qui sera donc de plus en plus en train de se dégrader. Donc, si je n'ai pas d'endroit central où je vois mon équipe, envers de qui je suis loyal si je n'ai que des commanditaires, que des mandants, mais plus d'employeurs? À qui vais-je appartenir, d'une part? Et d'autre part, si vous êtes employé, et par exemple je suis employé comme directrice, eh bien je vois donc les services des RH ou la caisse de retraite. Si on n'a plus ce genre de prestations, eh bien il faut s'organiser soi-même et il faut financer aussi soi-même sa prévoyance professionnelle, etc. Ça, c'est un inconvénient ou un manque de sécurité qui décidément ne sera pas le goût de tout le monde. Personne ne vous promeut, personne ne prend soin de vous, personne ne vous fait un plan de carrière. Mais il faut prendre soin aussi de sa propre couverture actuarielle, etc. Dès lors, avec qui ces nouveaux indépendants vont-ils se coaliser? Là, je parle de ces solo-entrepreneurs, comme on pourrait les appeler pour éviter le terme de solipsiste. Donc, de quelle mentalité seront ces personnes-là? Eh bien, les syndicats auront-ils une nouvelle clientèle ou est-ce que ce sont uniquement des réseaux professionnels comme Zing, comme LinkedIn, qui en quelque sorte de façon parfaitement autogérée et de façon très individualisée deviendront donc le back-office de ces groupes d'entrepreneurs, quand même, je le dis maintenant, solipsistes? Là aussi, de nouvelles constellations économiques, sociales, juridiques, conventionnelles, des chances aussi pour des associations, tant des associations d'employeurs que d'associations d'employés, d'offrir de nouvelles prestations pour ce groupe qui font en sorte que que les frontières entre travailleurs et employeurs s'estomperaient de plus en plus. Et ces groupes, des libres collaborateurs qui regardent aussi bien les précarisés que les moyens, que les hyper privilégiés. En matière d'économie, il y a sans doute plusieurs groupes. Il y a les niveaux du top niveau, les top informaticiens, les personnes qui sont sublimement formées, qui sont hyper compétents. Eh bien, ils ont la liberté, les privilégiés de faire les projets qui leur plaisent et qui ne font pas tout par sentiment lucratif. Donc, Geek Economy, eh bien, ils veulent la liberté de ne pas être gérés, d'être autodéterminés, d'être toujours en autogestion et dans leur vie professionnelle comme dans leur vie culturelle, sociale, familiale ou privée, de ne rendre les comptes à personne en quelque sorte. Pour des main-d'œuvre moins qualifiées, cette liberté sera plutôt, je dirais, une malédiction qu'une bénédiction parce que là, l'exploitation pourrait être fidèle au rendez-vous. Mais les super qualifiés, de quoi veulent-ils se sauver? Ils ne veulent pas être gérés, ils ne veulent pas être managés, pour le dire ainsi. Et là, ils se dessinent à l'horizon de nouvelles offres. Par exemple, dans les marchés de services conseils et de consultation, donc la consultation classique sera remplacée par des réseaux d'experts très ponctuels, très singuliers, où donc on fait appel aux spécialistes sans devoir prendre tout le sachet ou tout le faisceau de prestations d'une agence de communication ou d'une agence d'événements. Donc, il y aurait donc, par exemple, une espèce de consultation hyper précisée où vous pouvez donc choisir le bon expert, le mettre en corrélation avec le bon problème. Donc, un florilège de nouvelles possibilités d'établir des prestations de services encore inexistantes, mais dont les fondements pourraient être mis par cette flexibilité. Et les grands gagnants sont donc les plateformes qui font le bon matching, comme on dit, la bonne connexion et les machines qui nous permettent aussi de contrôler et de coordonner l'offre et la demande seront aussi gratifiées sans doute d'un très grand succès, avec tous les avantages et tous les inconvénients que cela pourrait comporter. Par tendance, nous deviendrons de plus en plus indépendants du temps et de l'espace.
A contrario, nous deviendrons de plus en plus dépendants des machines, aussi bien en matériel qu'en logiciel, qui nous soutiennent, qui nous coordonnent. Nous pouvons dire on est flexible, on n'a pas besoin de se rendre à un meeting, on peut choisir le temps, etc. Mais sur quelle plateforme le faisons-nous? Avec quelle plateforme nous avons cette totale flexibilité? Eh bien là, ces plateformes ne vont pas se gêner et vous donner des injections par Microsoft Teams, par Zoom, par Skype, vous donnent quelques paramètres de quelle façon vous bénéficiez de votre flexibilité. Dans ces plateformes, auprès du Meeting Zoom, la hiérarchie n'est pas vraiment très claire, donc vous ne pouvez pas qui est donc privilégié par rapport à vous, donc tout le monde est un pain de en cercle et serait égalitaire. En dépit de cela, il y aura donc de plus en plus de composantes nouvelles qui vont donc nous modérer, qui vont nous animer, qui vont nous diriger sans que nous nous en apercevions. Donc ces systèmes vont de plus en plus faire appel à l'intelligence artificielle, ces algorithmes qui vont introduire de nouvelles prestations et qui, partant, vont aussi impacter sur votre propre vie sociale parce qu'on verra quand nous branchons la caméra qui participe, qui ne participe pas, quels sont nos états d'âme, quelles sont les personnes courroucées et ces algorithmes, sans qu'on s'en aperçoive, peuvent aussi faire des nouvelles hiérarchies, de nouvelles options et de façon très subtile qui donc à quel temps d'intervention et vous pouvez aussi ces systèmes, et c'est une partie importante, vous pouvez donc aussi l'évaluer de façon détaillée et de façon très détaillée. Vous pouvez donc aussi analyser eh bien, quelles sont les contributions les publicatrices, quitte à vous en servir. Et sans que les personnes qui sont l'objet de toute cette analyse s'en aperçoivent. Eh bien, c'est comme des astronautes, nous avons donc en quelque sorte une portée jusqu'au Mars, quasi interstellaire, mais pour y arriver, nous sommes dans la totale mouvance d'une technologie hyper complexe. Et si cette complexe manifestement tombe en panne, eh bien, c'est le cataclysme. Eh bien là, nous sommes donc morts et raides à tout jamais. Voilà l'évolution qui nous guette à l'heure actuelle. Ultime point, et mes distingués préopinants l'ont déjà toutes et tous mis en exergue, et si nous faisons des enquêtes quant à nous, eh bien, il se révèle des rencontres personnelles, cela demeure extrêmement important, indispensable pour les humains, et nous aurons davantage de possibilités, manifestement, de mettre en combinaison le présentiel avec le virtuel, à travers une hybridité vécue au quotidien de façon sociale, privée et aussi culturelle. Mais pour ce faire, ils font une innovation qui repose sur l'essentiel du présentiel, allais-je dire. Nous dépendons de réseaux, nous dépendons d'autrui. Et afin que vous puissiez donc entretenir ces réseaux, vous avez besoin de contacts personnels face à face pour se regarder droit dans les yeux, comme on nous disait ce matin d'emblée à la conférence. Et si vous ne rencontrez jamais une personne en chair et en os, vous n'aurez jamais cette confiance. Et cela, on le voit déjà à l'issue. Que serait Stanford, que serait Harvard, que seraient ces sites universitaires s'ils ne se rencontraient pas du tout en présentiel? Leur réseau numérique n'existerait pas sans cette base présentielle, j'allais dire en chair et en os. Au fond, c'est tout à fait logique et cela devra devenir de plus en plus impératif. La coopération, le réseautage dont vous avez besoin est besoin du monde analogique aussi pour la motivation, pour l'inspiration et pour la confiance. Cela, il faudra que nous le renforcions et que nous le défendions. Encore un mot sur la pandémie, j'espère en voie d'extinction. Les personnes qui vivent de façon isolée, qui vivent en splendide isolement, comme naguère l'Empire britannique face aux autres pouvoirs territoriaux, deviennent un peu timorés. Peut-être les personnes ont-ils tendance à se sentir esselées, ils deviennent aussi intolérants et, au pire des cas, ils sont dans la dépression. C'est très bien que vous ayez ici déjà un début de présentiel. Je dirais vive l'avenir et vive le présentiel.
Ganz herzlichen Dank, Frau Frick. Ich habe Merci, Madame Frick. J'ai une petite question subsidiaire. Vous évoquiez tout à l'heure que ces tendances dépendent partiellement des revenus. Nous avons 5 millions de personnes travaillant de façon lucrative en Suisse. C'est ce que vous avez déterminé. Est-ce que cela sera linéaire pour tous ces 5 millions ou y a-t-il un groupe qui va se détacher en fonction de vos thèses? Les évolutions ne sont jamais linéaires. Les évolutions sont toujours des trames évolutives qui se meuvent de façon différenciée, mais il y a toujours des groupes qui donnent des impulsions et qui engagent un certain mouvement. La chance étant dans ce domaine, quiconque démontre des dynamiques, des perspectives, quiconque est peut-être optimiste et développe des perspectives, et si vous n'avez pas de points et pas de repères, cela ne marchera pas. Donc, cela n'est pas une seule tête, cela peut être un groupe ou plusieurs groupes avec des perspectives, car la question se pose, surtout dans ces désorientations. Et si vous êtes désorienté, si vous êtes déstabilisé, et si on peut vous donner donc une voix, si cela fonctionne, les gens s'orientent toujours à vous. Vous faites des émules. Et pour vous, personnel, quelle était donc en quelque sorte la principale leçon de ces derniers 17 mois? Qu'est-ce que vous prenez pour l'avenir? Moi, je prends l'expérience plutôt positive. Comme société, nous pouvons apprendre beaucoup plus rapidement que nous nous eussions pensé. Je pense à l'école, je pense au monde du travail, à la numérisation. Si vous avez introduit cela, vous aviez fait donc des télétravails ou des téléenseignements, cela a fonctionné, pas parfaitement, ça a raboté beaucoup, mais si vous l'avez introduit, vous auriez eu un plan de 10 ans et vous ne seriez pas brouillé à bon port, ce qui démontre qu'en tant que société, nous sommes au fond infiniment plus réceptifs que nous le pensons, et je le vois de façon positive, cela ne s'est pas écroulé, et au fond, cela fonctionne plutôt bien. Et la base de la technologie existait déjà. Cette rapidité n'aurait pas été possible si nous n'avions pas bénéficié d'un certain nombre de soutènement, presque du jour au lendemain. Je confirme. Merci beaucoup. Nous aimerions, à part le beau bouquet, vous donner une petite cape. Vous lisez beaucoup de littérature, la vôtre et celle des autres, et la tête, sans doute, doit absolument être fumante. Il faut donc digérer cela, et on le fait avec un grand cru, et on vous traduira notre bac œnologique afin que vous ne l'apportez pas à domicile, mais vous pouvez déjà toucher en présentiel, évidemment, ce bouquet. Merci infiniment. Gerne würde ich Roland Müller das Wort übergeben. Roland Müller prend la parole. Nous avons encore une petite distinction à remettre à qui de droit. Roland, c'est à toi. Ja, Frau Bundesrätin, sehr Madame la conseillère fédérale, mesdames et messieurs, je puis à l'heure actuelle dans cette salle besonders begrüßen. rendre hommage à 2 lauréats. Ce sont des journalistes qui à l'heure actuelle ne sont là par effet professionnel. Nous les avons invités précisément comme invités car ce sont les lauréats du prix pour le journalisme qualitatif que notre association décerne pour la première fois en cette année 2021. Sur quoi porte ce prix et pourquoi nous l'avons donc fondé? Notre association est essentiellement tributaire que le dialogue public fonctionne dans les règles de l'art, en qualité comme en quantité, et qu'il y ait des débats fertiles qui se fassent. Une société libre et démocratique ne peut uniquement survivre avec des citoyens très bien informés. Pour ce faire, il est indispensable que nous ayons des médias. Les médias nous créent un espace public où on peut se battre à travers la bonne politique de façon respectueuse et où il y a aussi des narratifs qui se font. Sans médias, il n'y a pas de société citoyenne et civile qui soit opératoire uniquement. Les personnes qui se trouvent dans un grand concert médiatique, sa propre opinion, va pouvoir s'épanouir et va pouvoir assumer les responsabilités de l'État libéral de droit et notamment de la démocratie directe. Ce sont des journalistes, hommes et femmes, qui sont dans des positions à responsabilité et qui, pire leur travail, font un travail de relations publiques
absolument crédibles et qui garantissent la libre expression de tous les avis. Ce sont des médiateurs et des explicateurs. Ainsi participent-ils au renforcement et à l'opérabilité de notre démocratie directe et que la société puisse se développer. Ce travail communautaire de la libre expression, nous voulons reconnaître cela. C'est pourquoi nous avons décidé de rendre hommage à des travaux publicistes haut de gamme et de rendre hommage cela par un prix, à savoir le prix spécial de l'Union patronale suisse pour du journalisme de qualité. Nous aimerions rendre hommage à des performances journalistiques en économie, politique sociale, marché d'emploi et formation professionnelle. Pour l'exercice 2021, les jurés de ce prix privé ont donc déterminé le premier lauréat. Ce n'est pas nous qui sommes les jurés, mais nous avons une commission indépendante haut de gamme qui est à l'écoute des franges. Cette organisation distribue depuis 20 ans des distinctions haut de gamme pour du journalisme de qualité dans l'espace germanophone. Ce prix spécial, eh bien, les jurés indépendants ont opté pour Urs Bachnovner et Daniel Stadelmann. Leur série « Conséquences de la COVID-19 pour les débutants de la carrière professionnelle » eh bien, se trouve dans l'émission Écho de la télévision suisse allemande. On y traite une thématique particulière, l'avenir des personnes qui, pendant la pandémie, étaient à l'affût de l'entrée dans le marché professionnel, qui voulaient changer de travail ou qui étaient à la veille d'un changement professionnel. Vous constatez donc un petit aguiche à domicile en ce qui concerne l'écran, s'il vous plaît. Ils sont jeunes, bien formés et au chômage. Les jeunes sont les premiers qui sont frappés de plein fouet si l'économie est en train de donner de la gîte. La série Écho en 3 émissions sur la recherche de travail à l'époque de la pandémie. À guiche courte mais évocatrice, en 3 émissions, M. Bachhofer et Stadelmann, ils sont parmi nous, démontrent de façon très sensitive quelles sont les peurs, les espérances et les attentes qui sont en corrélation avec une césure telle le virus. Cela se fait d'après les jurés de façon tranquille, spécifique, où on décrit la vie de tous les jours des humains. Les personnes protecturées réfléchissent sur leur situation et, quelles que soient les impondérabilités, démontrent une grande volition de s'en sortir. La commission des jurés met en exergue que la contribution de l'émission Écho aborde un important thème dans un format extrêmement convaincant. Et simultanément, les jurés, manifestement, regrettent que cela ait été diffusé manifestement dans une émission que peu de personnes regardent. Donc, les jurés disent qu'on fasse davantage d'émissions qui soient de cet acabit-là. Eh bien, mesdames et messieurs, nous ne pouvons que faire nôtre en tant qu'association cet verdict du juré et nous saisissons l'occasion de féliciter messieurs Stadelhofer et Bachmann. La distinction peut donc consoler ces messieurs que le magazine Écho, après 14 ans et 579 éditions, il y a une semaine, a été diffusé pour la dernière fois. Comme vous, nous et beaucoup d'employeurs, nous sommes pas du tout heureux avec la suppression de ce magazine économique sur les ondes de la télévision alémanique. Mais nous sommes sûrs que la SSR va pouvoir développer ce qu'ils appellent leur entretien économique et qu'ils vont faire donc une substitution d'égale valeur. C'est ainsi que le prix est aussi un encouragement à la SSR de renforcer le reportage sur l'économie sur les ondes de la télévision suisse-allemande. C'est ainsi que je donne la parole à notre président. Merci beaucoup.
Ja, geschätzte Frau Bundes Madame la conseillère fédérale, mesdames et messieurs, dans cette salle et aussi en duplex face à votre écran, nous passons à la fin des assises des employeurs 2021. Et avant même que nous n'abordions véritablement le point d'orgue, permettez-moi de dire un grand merci à notre secrétariat pour l'organisation de cette conférence. C'était un travail herculéen de façon physique, mais aussi de façon numérique, en parfaite hybridité. Et mon remerciement est adressé à l'équipe de Frédéric Reuter et de Linda von Burg qui ont fait une besogne excellentissime et sans doute cela vaut vos applaudissements et cela vaut aussi une petite agape. Je prie Freddy et Madame von Burg de monter sur scène. Für Frau von Burg habe ich einen Blumenstrauß. Un beau bouquet pour Madame von Burg. J'espère que cela vous plaira. On peut échanger avec les autres lauréates. Et pour Freddy, j'ai quelque chose de la cave du patron, un grand cru que tu pourras donc savourer. Et c'est ainsi que je déclare clos ces assises. Nous avons donc terminé cette journée 2021. Le 22 va se dérouler quand? À Berne. L'année prochaine à Berne. Et il faudrait qu'on le voie sur le grand écran. Le 30 juin 2022 à Berne. On se verra d'ici une année. Un grand merci. Tout de bon à l'avenir. Un très très bel été. Au revoir. À la prochaine. La séance est close.